aborder maintenant là, la partie vraiment centrale du cours. C'est vraiment que ça pile de milieu géométrique du nombre d'heures qu'on a. Donc pour l'instant, là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de vous montrer que la courbure c'était une grandeur importante, que le gamma, que le tenseur, que la connexion affine, là, le gamma lambda mu, intervenait pour décrire la physique dans des référentiels accélérés via la dérivée covariante. Une des choses qui nous manque maintenant, c'est de déterminer la courbure d'un espace-temps. Qu'est-ce qui détermine la courbure? Je vous dis, si on est dans un espace courbe, il se passe ceci, cela, mais qu'est-ce qui détermine le fait que l'espace soit courbe? Ça, c'est décrit par ce qu'on va voir maintenant, qui s'appelle les équations d'Einstein. En fait, vraiment le point central de la relativité, c'est un ensemble d'équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps en fonction de ce qu'il y a dedans, en fait, en fonction de son contenu. Vous avez tous entendu les expressions, la masse courbe l'espace-temps ou l'énergie courbe l'espace-temps. C'est ça qu'on va voir. Il y a une relation entre la courbure et le contenu en masse et en énergie de l'univers. Et ça s'appelle les équations d'Einstein. Ça va être l'objet du chapitre 4. Équations d'Einstein. Alors, de façon un peu curieuse, le petit 1 va porter le même titre, équation d'Einstein, c'est qu'après, on va voir des applications de ça. Là, je veux juste vraiment vous les donner, en fait, vous expliquer d'où ça vient. Alors, il ne va pas s'agir de les démontrer, ces équations, et là, ce n'est pas une question de temps ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne se démontre pas, de la même manière qu'on ne démontre pas les lois de Newton. Il y a des moments en physique où on se dit, ben voilà, on va écrire une théorie qui est décrite par telles équations, on pense que ces équations sont bonnes, on postule qu'elles sont bonnes, et on voit si ça correspond avec, si les conséquences observables de cette équation correspondent à ce qu'on observe ou pas. Donc là, c'est vraiment le cas, hein, les équations, on va dire, ben, sur certains principes qui sont quand même bien motivés, on va supposer que cette équation est valable, on va voir les conséquences, et puis si ça décrit absolument tout ce qu'on observe, on est content, on a une bonne chance qu'elle soit correcte. Voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, précisément, quel est le raisonnement ici qui a été suivi par Einstein? Donc, c'est de se dire, on a remarqué déjà que la courbure joue un rôle important pour décrire la manière dont les choses se déplacent. On a vu que dans un référentiel accéléré, l'équation du mouvement ressemble à l'équation des géodésiques sur une surface courbe. Et que cette courbure est décrite par un tenseur qui est R, que je vais écrire comme ça, R alpha, bêta, mu, mu. Donc ça, c'est le tenseur de courbure. On sait que, aussi, par ailleurs, qu'en mécanique newtonienne, on va quand même vouloir qu'on retrouve la mécanique newtonienne dans une certaine limite, que le Laplacien du potentiel gravitationnel, c'est donné 4 par 4 pi g fois ρ, où ρ c'est la densité de masse, c'est la masse volumique. Ça va vous rappeler de ça, ça c'est l'équation de Poisson, hein, donc le potentiel en fait est solution de ça. Voilà. On a vu aussi que dans la limite newtonienne, ça c'était relié à quelque chose qui dépendait du tenseur métrique, ça c'était relié intimement à G00 en fait. C'était, vous vous souvenez, dans la limite des champs faibles, G00 c'était 1 plus un H, et dans le H il y avait le phi. Donc quand on prend le Laplacien de 1 ça fait 0, donc le Laplacien de phi c'est relié en fait au Laplacien de G00, avec une constante 2 et un C carré. Mais en tout cas, donc, cette relation a une forme quand même qui est que la dérivée seconde de G par rapport aux variables d'espace est égale à quelque chose qui est relié à ce qu'il y a dans l'univers. Si on veut écrire une relation en générale, donc quelque chose en relativité générale, qui décrit la courbure, on va vouloir que dans la limite newtonienne, ça tende vers quelque chose comme ça. Donc ça semble malin de se dire, on va prendre une équation dans laquelle il y a des dérivées secondes de la métrique par rapport aux différentes coordonnées. Donc ça motive vraiment l'idée de partir de G mu nu et des dérivées secondes de ça par rapport à alpha, bêta, et d'essayer de construire une relation qui fait intervenir ces grandeurs. On pourrait essayer d'écrire G mu nu virgule alpha, bêta est égal à quelque chose qui dépend de ρ, voilà. On va être confronté à un problème. Si on fait ça bêtement, on va écrire des équations qui vont être valables que dans certains référentiels. Ça, je vous rappelle que ce n'est pas un tenseur.
quand on dérive un tenseur par rapport à des variables, ça ne donne pas un tenseur. Ce qu'il faudrait considérer à la limite, c'est la dérivée covariante par rapport à ces grandeurs-là. Il faudrait écrire que ça, effectivement, c'est égal à quelque chose qui dépend du contenu de l'univers. Mais il se trouve que ce travail-là d'utiliser les dérivées secondes de G, il a déjà été fait, puisque le tenseur qui est ici, il a toutes les propriétés voulues. Lui, c'est un tenseur déjà, donc si on a une équation qui le fait intervenir libre, on va être content parce que ça va être valable dans tous les systèmes de coordonnées, dans tous les référentiels. Et lui, il fait intervenir la dérivée seconde de G. Donc l'idée d'Einstein, c'est de dire on va prendre une équation qui relie ça au contenu en masse et en énergie de l'univers. Donc on va avoir à gauche de cette équation ça qui va venir en fait de quelque chose qui est relié au tenseur de courbure. Et à droite maintenant, il faut mettre quelque chose qui décrit le contenu de l'univers, ce qu'il y a dedans. Et quelque chose qui soit aussi un tenseur. Donc le challenge, c'était d'écrire un tenseur égal à un autre tenseur, où ici on a le tenseur de courbure, et ici on a le contenu de l'univers. Et contenu de l'univers, ça ne veut pas dire n'importe quoi, là c'est le contenu en masse. Donc par exemple, si je multiplie ça par c carré, en fait là le G00, ça faisait intervenir phi sur c carré. Rho sur c carré, du coup, c'est une densité d'énergie. L'énergie de masse, c'est E égale mc2, donc la masse volumique par c carré, ça c'est du coup, ça devient l'énergie volumique. Donc on veut quelque chose ici, un tenseur, on veut ici un tenseur qui est relié à l'énergie volumique. Alors ça, c'est quelque chose qu'en relativité restreinte, on sait faire. Alors je ne sais pas si vous savez le faire, si vous êtes allé aussi loin que ça en relativité restreinte, mais il y a un tenseur qui s'appelle le tenseur énergie-impulsion, qui a toutes les propriétés voulues. C'est-à-dire c'est un tenseur, et par exemple pour un fluide, cette quantité est donnée par ρ plus P sur C carré, U nu, U nu. Je vais vous dire tout de suite ce que sont ces grandeurs, moins P G mu nu, moins P G nu. Ou là-dedans, ça c'est une densité d'énergie. Ça, le P qui est ici, c'est un terme de pression. Ça, c'est le terme de pression aussi. Ce qu'on appelle UMU et UMU, c'est les quadrivitesses. Voilà. Et le GMU, du coup, il faut mettre lui avec le UMU et UMU en haut, puisque là-bas, ils étaient en haut aussi. Donc voilà, en relativité restreinte, plus précisément, c'est un état mu que vous avez ici, parce que vous pouvez peut-être noter G, mais c'est une métrique qui était plate. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement est relié à la densité d'énergie de l'univers. On a aussi d'ailleurs un phénomène pour l'électromagnétisme, pas noté, qui fait intervenir le potentiel vecteur. Donc, quand on fait l'électromagnétisme, on est aussi amené à décrire un tenseur énergie-impulsion et sa propriété fondamentale qui fait que ça décrit vraiment la manière dont l'énergie en fait se propage dans l'univers, c'est que c'est quelque chose qui a une divergence nulle, ça. Précisément, on a une relation de ce type-là. Dérivée de T mu nu par rapport à nu, et je somme sur les indices, donc c'est-à-dire c'est vraiment une divergence. On dérive par rapport à chacune des variables et on somme les différentes dérivées obtenues. Hein. En dimension 3, ça serait des ronds f sur des ronds x, plus des ronds f sur des ronds y, plus des ronds f sur des ronds y. Donc ça, c'est la quadridivergence, et on montre que cette quantité-là est nulle en relativité restreinte. Et ça se traduit, c'est la relation de continuité de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie ne peut pas disparaître d'ici puis apparaître là, il faut qu'elle passe par tous les endroits intermédiaires si on veut avoir une variation d'énergie quelque part. Donc on a ici une grandeur qui est conservée, qui est associée à un tenseur énergie-impulsion de ce type. Donc ça, Einstein le savait, et l'équation qui cherche du coup s'affine un petit peu. Du coup, ce qu'on va vouloir chercher, c'est quelque chose de ce type-là. T mu nu est égal à, on va avoir une constante de proportionnalité, et puis ici on veut un tenseur de rang 2, qui soit égal à ça, un tenseur de rang 2 ici, et qui est lié à la courbure. L'idée, je vous rappelle, c'est de relier la courbure au contenu de l'univers.
pour ça, bah, il y a une manière assez simple de faire, c'est qu'on avait un tenseur, je vais monter le premier indice ici, celui-là je vais l'écrire alpha mu. Je le monte ici pour pouvoir faire une contraction. Là, vous vous rappelez, une contraction de vecteur, hein, ça veut dire qu'on fait une somme implicite ici sur une composante contravariante et une composante covariante. Et je vous avais dit la dernière fois comme propriété que quand on fait ça à partir d'un tenseur, on obtient de nouveau un tenseur de rang 2 fois plus petit, enfin, dont le rang est inférieur de 2. Donc ça, c'était le R, lui, était un tenseur de rang 4, donc ça, c'est un tenseur de rang 2. Et on le note comme ça, on note R mu. C'est un tenseur de rang 2. Et ça s'appelle le tenseur de Ricci. Voilà. Et donc l'idée, c'est de relier R mu à ça. On pourrait avoir envie d'écrire ça. Voilà. Je vais mettre les indices tous au même endroit, ici, tout en bas par exemple. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est effectivement deux tenseurs de rang 2 qu'on égalise, etc. Ça a pas mal de propriétés intéressantes. Mais comme la quantité qui est ici, là, a une divergence nulle, quand je fais la divergence de ça, je trouve 0, bah, du coup, il faudrait ici que j'ai une divergence nulle, mais ça, ce n'est pas le cas. Il se trouve que si vous calculez la quadridivergence de ça, ça ne donne pas 0. Et donc, la dernière étape dans le raisonnement d'Einstein, c'était d'écrire un tenseur G, grand G mu nu, alors il est encore appelé G, voilà, qui s'écrit de la manière suivante. Je vais mettre celui avec l'indice en haut parce que c'est celui qui est dans les notes du coup, moins 1,5 de G mu nu fois R, avec R est égal, donc on recontracte encore ça une fois, c'est R alpha alpha. Donc à partir de ça, on fait une contraction sur ces deux indices-là, on passe d'un tenseur de rang 2 à un scalaire. Ça c'est la courbure scalaire, c'est un scalaire. Le R qui est ici, c'est celui qui est là, et il se trouve que cette quantité-là, effectivement, elle a une divergence nulle. C'est un tenseur qui est construit à partir des dérivées secondes de G, du G mu nu, très bien, qui a une divergence nulle, et donc qui est un bon candidat pour aller dans une équation de ce type-là. Et bien effectivement, l'équation d'Einstein, c'est exactement ça. L'équation d'Einstein, c'est d'écrire que G mu nu est égal à K mu nu. C'est de postuler que ces deux tenseurs sont proportionnels l'un à l'autre. Donc ça s'écrit aussi R mu nu moins 1,5 de G mu nu R égale à K mu nu. On peut aussi écrire, alors on peut aussi isoler R, vous allez voir que ça peut être un petit peu plus simple pour certaines raisons. La quantité qui est ici, là, si j'écris maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contracter les indices mu et nu dans cette égalité. Comme ça, on va faire pour la première fois contraction de vecteurs de tenseurs ensemble. G mu R égale à KT mu nu. Donc pour l'instant, j'ai juste baissé l'indice nu qui est ici, et je vais remplacer ici le nu par mu pour faire une contraction. Donc de manière purement typographique, c'est super simple. Voilà, on remplace juste une lettre par une autre. Donc là, j'ai simplement soumis, ça veut dire, je somme sur tous les couples possibles de valeurs de mu. Ça, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la tenseur, le scalaire R, donc je me renote R, moins 1,5 de. La quantité qui est ici, là, donc ça c'est un scalaire, et c'est quelque chose qui, du coup, est indépendant du référentiel dans lequel on le calcule. Et je peux, par exemple, le calculer dans le référentiel inertiel. Dans le référentiel inertiel, G mu nu est donné par état mu nu. État mu nu, c'est donné par 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc ce qu'on appelle état mu et nu, on monte l'indice qui est ici en utilisant le G mu nu. Donc ça, c'est donné par, je vais vraiment le faire en entier, ça c'est G alpha, état alpha nu. Donc pour monter l'indice qui est ici, ce qu'il faut faire, c'est multiplier chacun des termes qui est ici par le G correspondant. Le G, il vaut lui-même 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc ça veut dire que lui, on multiplie par 1, lui, on multiplie par moins 1, lui par moins 1, lui par moins 1. Donc en fait, il n'y a que des 1. Et donc la somme, dans la somme qui est ici, quand je fais la somme sur mu et sur nu là, quand je contracte ce qu'on obtient là, ça nous donne 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1. En fait, on n'a que des 1 4 fois. Donc le terme qui est ici, lui, il vaut état mu et il vaut 4. Ça, en fait, c'est simplement
c'est simplement finalement le nombre de dimensions dans lequel on est à chaque fois. Donc, le tenseur qui est ici, il vaut simplement 4. Du coup, 4R ici, fois T mu mu. Donc ça fait moins R. Ça fait R est égal à moins l'un-demi, K sur 2 fois T mu mu. Et du coup, ce terme-là, ce que je veux, moi, c'est juste isoler lui. Donc je vais passer ce terme-là là-bas et remplacer R parce que je viens de trouver ici. Et ça me dit que R mu est égal à K T mu. Je mets le K en facteur. L'un-demi qui est là-bas se retrouve. 1/2 de G mu fois T. Je ne vais peut-être pas mettre les mêmes indices. C'est un indice muet ici, je vais l'appeler alpha parce qu'on a déjà mu qui est pris ici. Donc ça, c'est une autre forme de l'équation d'Einstein. Donc ça relie le tenseur de courbure ici au contenu de l'univers ici via ce T mu qui est là. Alors, dans beaucoup de situations, ça on verra ça la prochaine fois, dans beaucoup de situations, on s'intéresse à ce qui se passe dans le vide en fait. Là, quand on veut le champ gravitationnel à la surface de la Terre, il n'y a plus la Terre là où on est. Donc on est dans un endroit où l'espace est vide. Et donc ça va être 0 en fait. Donc dans pas mal de situations, les équations qu'on va avoir à résoudre sont finalement relativement simples. Relativement, c'est moins important. Relativement simple. Il reste un cas ici, c'est une constante, on n'a pas déterminé ce qu'elle vaut. Alors ça se montre en prenant la limite newtonienne. Et là, je ne vais pas le faire ici, en fait. Ça me prendra un quart d'heure et je préfère passer le quart d'heure à autre chose pour qu'on soit prêt la prochaine fois à avancer sur les applications. Donc en fait, la manière de trouver le cas qui est ici, c'est de prendre la limite newtonienne, et ça, c'est ce qu'on avait fait déjà en partie la dernière fois. Prendre la limite newtonienne, c'est-à-dire prendre des vitesses qui sont petites, prendre des champs statiques, et prendre une perturbation à la métrique qui est petite, c'est-à-dire on écrit que G mu nu, c'est égal à eta mu nu plus H mu nu, et on fait un développement limité en H, en fait, on garde que les termes plus petits en H. Vous vous rappelez, quand on avait fait ça dans les gamma, il y en avait plein qui étaient nuls, hein. Il restait que ça faisait intervenir que les G00 et finalement que les H00 dans cette grandeur-là. Donc dans la limite newtonienne, les seuls termes de ce type-là qui étaient non nuls, c'est ceux pour lesquels on avait mu et nu égale 0, et ça faisait intervenir ça. Les R, les tenseurs de courbure sont eux-mêmes reliés à ça. Donc le R, il est un peu compliqué, il fait intervenir ça avec des coefficients, des produits, etc. On trouve ici en fait moins 1/2 de Laplacien de H00 dans la limite newtonienne pour la composante 0,0. Donc si je calcule la composante 0,0 de ça, dans la limite newtonienne, je trouve ça. Et il se trouve que pour le terme qui est ici, on trouve aussi quelque chose d'assez simple. Là-dedans, dans le T mu, je me place aussi dans la limite non relativiste. Pour la coordonnée 0,0 ici, ça vaut C, la composante 0 de la quadrature vitesse vaut C et C. On peut montrer que dans l'approximation non relativiste, ça c'est petit devant ça, il reste que ce terme-là. Et donc ça donne quelque chose qui est proportionnel à ρ, effectivement. Et ça nous montre que donc, dans la limite newtonienne, le H00, on l'avait relié à phi la dernière fois, au potentiel gravitationnel. Et donc on a ici une relation, ça c'est une relation entre Laplacien de phi et ρ, finalement. Et bien il se trouve que dans la limite newtonienne, on sait la relation entre ça et ça, puisqu'on a vu tout à l'heure que précisément, Laplacien de phi c'est 4pi g ρ. Donc ça nous donne finalement la composante, ça nous donne la valeur de K qu'on doit mettre ici pour obtenir dans la limite newtonienne l'équation de Poisson qui est ici, et on trouve que K doit valoir moins 8pi g, et on se retrouve ici avec des C puissance 4. Là dans la relation entre H et phi, il y a un C carré qui vient là, donc ça vous verrez dans les notes, mais donc ça donne le terme qui est ici. Donc du coup, dans l'équation d'Einstein qui est ici, là on l'a vraiment sous sa forme finale et complète. Donc l'équation d'Einstein s'écrit de cette manière-là, ici moins 8pi g sur C4. Ça veut dire que quand, si vous connaissez ce terme-là, vous allez arriver à déterminer celui-là, et donc vous allez arriver ensuite à savoir comment l'espace est courbé, donc comment les objets se déplacent dans l'espace court. Donc si vous avez une masse ponctuelle quelque part, ça va donner un tenseur ici, énergie-impulsion, qui a une forme donnée, ça va nous permettre de calculer la courbure, et donc de calculer après la métrique de l'espace dans lequel on se trouve. Bon.
Il faut bien voir que cette équation, elle est extrêmement compliquée. Elle s'écrit de manière... elle n'est pas si compliquée que ça. Vous avez vu des équations plus compliquées formellement en physique. Hein. Les équations Maxwell, elles ne sont pas tellement plus simples que ça, finalement. Mais il y a une complication ici, c'est qu'elle est non linéaire. L'inconnu là-dedans, si ça on l'écrit comme une équation dans laquelle on cherche quelque chose, ce qu'on cherche c'est G mu nu. On est intéressé à savoir quelle est la métrique de l'espace dans lequel on se trouve, donc l'inconnu c'est G mu nu. Là-dedans, on a des dérivées secondes de G mu nu. On a des produits, en fait, là-dedans, il y a G, il y a des produits de G, là, c'est pas juste dérivée seconde est égale A, en fait, c'est des produits de G, donc déjà, ici, c'est non linéaire, et en plus, le G qu'on cherche, il est là, aussi. C'est-à-dire que dans le tenseur énergie-impulsion, dans la manière dont on décrit l'énergie dans l'espace dans lequel on se trouve, il faut déjà connaître G mu nu ici. Donc, c'est un système qui est vraiment extrêmement compliqué du point de vue formel. On ne peut pas se dire, j'ai une source donnée, cette source courbe l'espace-temps. On ne peut pas le faire parce que la courbure de l'espace-temps elle-même influe sur G mu nu qui influe sur la manière dont on décrit la source elle-même. Donc les problèmes, ils sont tout de suite très difficiles à poser. C'est ce que j'essayais de vous dire un petit peu autrefois, au tout début du cours, quand je vous disais, en relativité générale, on n'arrive pas à résoudre le problème à deux corps, à dire je mets un corps là et un corps là, et on essaie de savoir comment ils s'attirent. Ben ça, c'est super difficile parce que mettre un corps là et là, quand je dis là, ça veut dire quelles sont les coordonnées, à quel endroit on les met. Pour savoir à quel endroit on les met, il faut savoir ce que c'est que le G mu nu pour savoir calculer les distances. Et savoir le G mu nu, c'est-à-dire connaître la courbure. Donc il faut déjà avoir résolu le problème. C'est un problème qui tourne en rond en fait. Donc, il y a des manières de le faire, hein, mais c'est quand même un degré de complication extrême. Quand vous faites de l'électromagnétisme, ce n'est pas le cas. L'électromagnétisme, vous avez un truc compliqué, certes, mais qui est égal à des sources, qui sont les charges et les courants. Mais les champs électromagnétiques ne viennent pas, eux, perturber ce que vous appelez une charge électrique. Si vous avez un coulomb qui est là, vous avez un coulomb qui est là. Ça, vous arrivez à le dire. Prenez un coulomb dans votre poche, voilà. Là, c'est beaucoup plus difficile en réalité. D'accord ? Alors, là, j'ai sauté vraiment beaucoup de choses pour arriver là. Hein. Cette équation-là, elle a plusieurs applications assez directes et assez simples à décrire. Celle que nous, on va faire ici dans ce cours, ça va être le cas où on se passe dans le vide. C'est-à-dire, j'ai une source quelque part, une masse, le Soleil, et je me mets ailleurs que dans le Soleil. Ça permet déjà de résoudre beaucoup de choses. Hein. Ce qu'on appelle un trou noir, ça va être vraiment ça. Quand on veut savoir comment est-ce que la Terre tourne autour du Soleil, on est dans cette situation-là aussi. Et ça va être des situations dans lesquelles T mu nu vaut 0. On va s'intéresser à des régions dans lesquelles la courbure ici, et ce terme-là est nul. Alors attention. Là, vous êtes peut-être en train de dire « Ah bon, la courbure est nulle finalement. Je croyais que justement le mouvement des corps c'était dû à la courbure. Or la Terre est trop bien autour du Soleil. » Attention, lui, ce n'est pas le tenseur R lambda, ce que j'appelais alpha, mu, nu, bêta. Ça, c'est la contraction de ce tenseur-là sur ces deux-là. Dire qu'un espace est courbe, ça veut dire que les termes qui sont ici ne sont pas nuls. Mais quand on les contracte, quand on est dans un espace qui est vide, eh ben, on peut très bien être dans une situation où ça fait 0 ici. Donc le fait que ce terme-là ne soit nul ne veut pas dire que ceux-là le sont. Ça veut dire que la combinaison des 4 termes ici avec alpha et alpha là, bah, eux, ça va faire 0. Et voilà. Les équations d'Einstein, donc, elles nous parlent de ce tenseur-là, en fait, pas directement de celui-là. L'autre situation dans laquelle on peut résoudre le problème qui est ici, c'est en cosmologie, dans lequel on suppose que l'espace est homogène, isotrope, et donc dans lequel on suppose du coup que le T mu nu ici, il a une valeur donnée, il est homogène dans tout l'espace. Et dans ce cas ici, on a de ce côté-là l'équation une constante, qui fait intervenir ρ, et puis aussi la pression du fluide qui se trouve dans l'espace-temps. Et on peut aussi du coup résoudre G mu nu, trouver la métrique de l'univers, on trouve que l'univers s'expand. Bon, ça vous le ferez en TD avec toi. Alors, il me reste un quart d'heure au max, donc je ne vais pas faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous démontrer la métrique de Schwarzschild maintenant. Je préfère qu'on ait le temps de le faire la prochaine fois. Donc voilà. Je veux quand même juste vous rajouter quelque chose ici sur ça. Les équations d'Einstein, telles que je vous ai
telles que je vous les ai écrites ici. R menu est égal à moins 8πg sur C4, facteur de T menu moins 1 demi de G menu T alpha alpha. Voilà, je les ai écrites comme ça. Je les ai d'ailleurs aussi écrites. G menu est égal à moins 8π G sur C4 T menu. Tout ça, c'était donc le tenseur qui avait une divergence nulle. C'est pas la seule manière de... En fait, j'ai fait comme si, ben voilà, à partir de l'idée qu'on va égaliser deux tenseurs, on tombe forcément sur ça. C'est pas le cas. En fait, on peut imaginer d'ajouter un autre terme qui est vraiment très simple. C'est de rajouter quelque chose qui est proportionnel à G menu. Parce que G menu, c'est aussi un tenseur. On peut montrer que la divergence de G menu est nulle. C'est un tenseur à divergence nulle. Donc si je rajoute quelque chose de proportionnel à ça dans l'équation, ça satisfait encore ça, les équations d'Einstein. Donc je peux avoir une équation un peu plus générale dans laquelle la courbure plus un terme ici qui dépend que de la métrique serait égal à T menu. Ça, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. La raison, donc, on raconte souvent, donc Einstein, il avait commencé par la mettre, puis l'enlever, puis la mettre, puis l'enlever, on ne savait pas trop ce qu'il voulait. Bon. En fait, on n'a pas du tout envie de le mettre, ce terme-là. Et au début, il n'a pas voulu le mettre, il ne l'a pas mis, parce que ça change profondément la limite newtonienne. Quand on prend la limite newtonienne de tout ça, ce terme-là va nous donner le Laplacien de phi, ce terme-là va nous donner la densité de masse, etc. Quand on prend la limite newtonienne de tout ça, on trouve que la force gravitationnelle, si j'écris sous forme comme ça de vecteur, c'est donné par moins G grand M sur R carré fois UR, plus lambda R, il y a 1 sur 3 qui traîne, fois UR. Et voilà, à partir d'un point donné, on a une force comme ça qui est attractive en moins 1 sur R2, et on a une partie répulsive ici, et qui augmente avec R, hein, qui est d'autant plus loin qu'on se met, qui est d'autant plus importante qu'on se met loin du point qu'on est en train de considérer. Donc on a une force qui écarte les choses depuis l'origine. Ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas du tout dans la nature. La force gravitationnelle est donnée par ça. Donc ça veut dire que si effectivement il y a ce terme-là dans l'équation, il doit être tout petit. Donc, un truc vraiment tout petit, et quand on regarde l'ordre de grandeur, c'est vraiment minuscule, quoi. Donc Einstein se dit, bah, le truc naturel, c'est de mettre 0 là-dedans. Donc effectivement, l'essentiel de la relativité générale, on l'a fait en enlevant ce terme-là. Pouf. Et ça, il n'y a pas de constante cosmologique. Il se trouve que quand on fait de la cosmologie avec ça, on obtient un univers qui n'est pas statique, qui s'expand, et ça posait le problème d'Einstein, en particulier parce que quand on regarde autour de nous, on ne voit pas, à son époque, on ne voyait pas les choses, on ne voyait pas l'univers en mouvement, on ne voyait pas que l'univers s'expandait, on voyait l'univers statique, donc ça lui plaisait, ça ne plaisait pas trop. Donc il s'est dit, tiens, je vais rajouter ici, à ce moment-là, en cosmologie, un terme là, finalement, qui fait en sorte que ça contrebalance les termes ici qui rendent l'univers dynamique pour rendre l'univers statique. Alors ça, c'est une longue histoire. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que l'univers est en expansion accélérée et que ce terme-là, effectivement, ça a pour effet d'accélérer l'expansion. En gros, ça accélère l'expansion, ça la ralentit, et voilà, on peut combiner les deux pour que ça s'équilibre et ça se compose. Donc on en est là aujourd'hui. Alors on en est là, sauf que, il faut bien voir un truc. C'est que le terme qui est ici, là, on peut écrire ça comme une équation fondamentale avec ça décrit la structure de l'espace-temps, et la structure de l'espace-temps ici est délimitée par le contenu de l'univers, mais on peut aussi formellement l'écrire d'une manière complètement différente. Alors, ça ne va peut-être pas vous sembler complètement différent là, ce que j'écris, mais ça l'est. Alors déjà, je vais remettre les G menu en haut, ici, parce qu'ils sont en haut là et en haut là, peu importe. C'est pas ça le truc fondamental. Le truc fondamental, c'est que si je passe ça par là, on peut très bien dire, ah, les équations d'Einstein sont effectivement du type G menu, grand G menu, est égal à quelque chose qui dépend de ce qu'il y a dans l'univers, et ce terme-là, ça serait non pas quelque chose qui décrit la structure de l'univers, mais quelque chose qui décrit son contenu. S'il y a quelque chose dans l'univers dont le T menu, dont le tenseur énergie-impulsion ressemble à ça, eh ben on est exactement dans la même situation que là. Et ça fait aussi accélérer l'univers, ça.
Donc en fait, le mot constante cosmologique, il fait vraiment référence à ça, cette situation-là dans laquelle on met un terme dans l'équation, on met ça dans le terme de gauche de l'équation d'Einstein, mais en cosmologie moderne, on envisage des possibilités un peu plus générales, dans lesquelles ça pourrait être dû à quelque chose qui est ici, et du coup se comporte peut-être comme une constante cosmologique, mais on pourrait aussi imaginer que ça, par exemple, ça dépend, que ça soit lié, par exemple, au contenu d'un champ dans l'univers. Quand on fait de la mécanique quantique en cosmologie, on fait de la théorie des champs en cosmologie, on s'aperçoit que les champs qui sont présents dans l'univers contiennent de l'énergie, certains d'entre eux, certains des champs peuvent se comporter d'une manière qui ressemble à ça. Donc ça pourrait venir en fait de la microphysique, de ce qui est dans l'univers. Voilà. On n'a pas moyen de trancher entre ça et ça pour l'instant. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'espère qu'on pourra faire ça dans 2 semaines, on en reparle. On démontrera, on résoudra les équations pour montrer la métrique de Schwarzschild, la même chose que ce qu'a fait Schwarzschild dans les tranchées, sauf que nous on fera ça calmement au chaud.